La bataille de France. Pendant l'entre-deux-guerres, les futurs commandants des troupes blindées allemandes menaient une existence étrange. Ces soldats professionnels et respectables en étaient réduits à travailler en secret. Le traité de Versailles avait totalement interdit l'emploi de blindés pour l'armée allemande. Mais avec l'aide de la Russie soviétique et l'assistance déguisée d'une petite équipe d'ingénieurs spécialisés utilisant de faux matériels agricoles, Guderian et ses collègues tentaient de suivre le rythme du développement de l'arme blindée. En dépit de ces conditions difficiles, ils ont réussi à développer seuls quelques innovations notables. Ils étaient conscients des avantages que les chars pouvaient apporter dans les conflits futurs et ont développé de nouvelles théories centrées sur l'emploi des blindés, théories qui allaient révolutionner la manière de conduire une guerre. En dépit du problème d'avoir à convaincre ses supérieurs des avantages donnés par les tanks, Guderian en particulier se consacra à sa mission secrète avec une détermination forte. Grâce à quelques démonstrations impressionnantes lors d'exercices, il finit par convaincre à la fois l'état-major allemand et Adolf Hitler que les blindés pouvaient gagner les guerres futures. Je me tiens ici au musée du blindé de Bowington devant un Panzer I, qui a été l'un des piliers de la force blindée allemande en 1939. C'est une version de commandement qui est notablement plus haute que le Panzer I de base. Mais comme vous pouvez le voir, il est loin d'être le mastodonte de la légende. C'est une petite machine par bien des aspects, et il n'est pas plus large qu'une Land Rover moderne. Mais il y en avait probablement 1500 en service en 1939 et 1940, car il n'y avait pas d'autre alternative. On ne peut nier qu'un char comme le Panzer II est un peu léger. Son canon de 20 mm ne pouvait pas vraiment faire peur, et son épaisseur de blindage était loin d'être impressionnante. C'est probablement une bonne illustration que c'est plus souvent la manière d'utiliser un char, ou comment l'arme blindée est utilisée collectivement, qui est plus importante que la véritable puissance de son canon ou l'épaisseur de son blindage. Le résultat des efforts de Guderian est que, en 1935, les premières divisions de Panzer sont créées. Chaque arme devait être présente dans la Panzer Division pour en faire une petite armée presque indépendante. Ces formations comprenaient une brigade blindée de 560 chars pour fournir la puissance de feu principale. Cette brigade était composée de 2 régiments de chars dont chacun était divisé en 2 bataillons. 2 régiments d'infanterie motorisée fournissaient l'appui rapproché aux blindés. Un bataillon de reconnaissance fut ajouté pour la recherche de positions ennemies et l'estimation des points faibles. Un bataillon d'artillerie motorisée, avec 48 canons, fournissait le support d'artillerie. Pour la défense contre les tanks ennemis, un bataillon anti-char fut aussi ajouté. Et bien sûr, la division disposait de ses propres unités d'approvisionnement, de support logistique et d'entretien. Guderian avait compris que les chars et les armes blindées allaient être dans le futur une force de frappe rapide et puissante, et qu'accompagnés d'infanterie, d'artillerie et toutes les autres armes en service, ils apporteraient un punch décisif. On peut revenir sur 2 événements qui se sont déroulés sur la plaine de Salisbury en 1928 et 1929, qui constituèrent un véritable test pour l'emploi des blindés. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'une unité connue comme force blindée expérimentale a été créée, et cette force blindée était constituée de bataillons de chars, des chars légers de reconnaissance, des transports de mitrailleuses d'infanterie, de véhicules blindés pour la reconnaissance, de l'artillerie autopropulsée, de techniciens d'entretien mobile avec leurs camions et même de soldats transportés avec des half-tracks. L'ensemble était appuyé par la Royal Air Force. À la fin, vous obteniez une petite armée terriblement mobile disposant d'une puissance de feu incroyable. Pendant ces exercices dans la plaine, ils étaient opposés à une infanterie conventionnelle, à la cavalerie, à une division d'artillerie hippomobile bien plus importante. Dans chaque opération, peu importe comment les arbitres trichaient, et ils trichaient, pour tenter de donner aux armes traditionnelles un peu de soutien au cours de chaque action isolée. Mais la preuve était là et l'effet que ça eut était impressionnant. En Angleterre, 1 ou 2 vieux officiers mal embouchés commencèrent à se poser la question de l'éventuel avenir des blindés. Ceux qui en tirèrent les enseignements étaient les Allemands.
Ils avaient pu voir qu'une force très mobile pouvait être créée, et pas seulement des chars seuls. Vous avez besoin du soutien de l'artillerie, vous avez besoin de garder l'infanterie à vos côtés, vous avez besoin que tout soit mobile, et vous avez besoin d'un soutien aérien immédiat dans des Stukas. Cette armée d'un nouveau genre, envoyée contre une armée conventionnelle, pouvait la couper en deux comme un couteau dans du beurre. Les chars lourds devaient être utilisés comme fer de lance pour véritablement percer un trou dans les lignes ennemies. Et les chars légers devaient être utilisés sur les flancs pour les protéger de l'infanterie et des tirs d'artillerie. Et tous les autres chars devaient être utilisés principalement pour ouvrir la route à travers les lignes ennemies et garder ce trou ouvert et continuer d'avancer. Une réflexion importante avait été menée pour le développement de ce type de formation. La Panzer Division, qui en résultat était une force bien équilibrée, qui pouvait faire appel au soutien de tous les autres composants pour atteindre ses objectifs. Le but de cette organisation, lancer une offensive rapide et profonde en territoire ennemi et maintenir la confusion, la peur et la panique au sein de son commandement et de ses communications. Les relations étroites avec la Luftwaffe, qui pouvait apporter encore plus de puissance de feu quand le besoin s'en faisait sentir, représentaient une innovation importante. La Luftwaffe et les divisions de Panzer avaient des liens très étroits, car la Luftwaffe avait des officiers de liaison au sol avec les divisions blindées. Ça signifiait qu'à chaque fois qu'une division blindée se retrouvait face à un problème quelconque, où l'appui aérien pouvait être utile, une liaison radio était établie avec la Luftwaffe, ce qui permettait aux Stuka et aux autres bombardiers d'être appelés pour intervenir très vite. Cette flexibilité et la rapidité de l'appel au soutien aérien étaient vitales et constituaient un des éléments clés de la guerre éclair. L'entraînement donné aux nouveaux combattants insistait sur la vitesse et l'indépendance d'esprit. Quand ces unités n'étaient pas tenues en laisse, elles devenaient une arme terriblement efficace que les ennemis ne pouvaient pas contenir. En Pologne, cette nouvelle force avait eu la première opportunité de mettre en pratique son entraînement. Blitzkrieg. La campagne de Pologne fut un triomphe pour la Wehrmacht et démontra le potentiel des blindés lors d'une bataille. Cependant, certains problèmes furent rencontrés. Parce que les événements sont allés un peu plus vite qu'Hitler ne l'avait prévu, il avait fallu faire entrer ces engins en service. Ils furent utilisés lors de la campagne de Pologne, où leur faiblesse avait été vraiment visible. Il était évident que ces machines devaient être retirées. Elles ont été maintenues en service jusqu'en 1941. Et même un peu plus tard, car il était simplement impossible d'en produire en quantité suffisante pour être envoyées sur le front dans le laps de temps. Le 10 mai 1940, la vague hitlérienne déferla à l'ouest. Cette fois, les Allemands allaient affronter des armées modernes, qui étaient équipées de matériel équivalent si ce n'est supérieur au leur. La ligne Maginot, qui s'étendait le long de la frontière est de la France, fut contournée quand les Panzers avancèrent par les Ardennes en Belgique. Grâce à une planification précise, la surprise et quelques innovations osées, les Allemands rendirent ces fortifications complètement inutiles. Une fois passés, ils avancèrent vers la côte et ne rencontrèrent pratiquement rien pour les stopper. Ce qui s'était avéré impossible pendant les 4 années de la Première Guerre mondiale avait été accompli en 6 semaines. L'importance du rôle des blindés dans la guerre moderne venait d'être démontrée. Les Panzers.
Les chars qui ont permis ses premières victoires et écrit une nouvelle légende militaire étaient 4 machines allemandes épaulées par 2 types de blindés, construits par Škoda en Tchécoslovaquie. Le Panzer I et le Panzer II étaient principalement employés comme véhicules de reconnaissance. Le Panzer I avait un équipage de 2 hommes, un conducteur et un chef de char, et il était armé de 2 mitrailleuses de 7,92 mm, tandis que le Panzer II avait un équipage de 3 hommes et était armé d'un canon automatique de 20 mm. Le Panzer III et le Panzer IV étaient des chars plus lourds avec un équipage de 5 hommes. Un conducteur et un mitrailleur dans la caisse, un mitrailleur, le chef de char et un approvisionneur-chargeur dans la tourelle. Le Panzer III était principalement utilisé comme char de combat. Le Panzer IV, lui, comme blindé de soutien avec son canon de 75. Ce canon avait le calibre minimum des canons installés sur le char Sherman. Le Panzer IV a donc largement influencé le développement des canons des chars américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier des nouveaux chars allemands était le petit Panzer I. Il dérivait des tracteurs sans tourelle développés en secret entre les 2 guerres. Il pesait un peu moins de 6 tonnes et avait un équipage de 2 hommes, et son armement était constitué de mitrailleuses. Le blindage principal de 13 mm de métal et ses limites avaient été montrés en Pologne. Ce véhicule fut utilisé intensivement pendant la campagne à l'Ouest. Le Panzer I était conçu comme une automitrailleuse blindée. Il ne constituait pas une grande menace pour les blindés ennemis. Comme vous le voyez, ce n'était pas un gros véhicule. Je ne suis pas particulièrement grand et j'arrive à sa hauteur. Il n'est pas très blindé et donc fragile. Mais en 1939, c'était ce genre de véhicule auquel vous deviez faire face. En 1940, ce sont les mêmes engins qui ont déferlé sur la France et ont pris une part importante dans la guerre éclair. À la base, c'était un véhicule d'entraînement utilisé pour les différents conducteurs qui auraient ensuite à conduire des chars plus gros et plus lourds. Ils avaient des moteurs ordinaires, rien de vraiment spécial, et ils n'étaient pas très rapides. Le Panzer II était conçu pour épauler le Panzer I et être un char disposant de capacités d'attaque anti-blindage. Les premiers modèles pesaient un peu moins de 8 tonnes. Les modèles suivants ont vu leur poids augmenter et dépasser 10 tonnes. Ce véhicule avait un équipage de 3 hommes. Une mitrailleuse MG34 et un canon de 20 mm en étaient l'armement. Le blindage était de 13 mm pour le modèle A et 30 mm pour le modèle H. Le Panzer II était un char fiable et il avait une vitesse de pointe de 55 km/h. Comme le Panzer I, ce char était déjà dépassé même au début de la guerre. Il n'était pas assez blindé et le canon de 20 mm était inefficace contre les chars alliés. Le Panzer II devait être utilisé comme véhicule de reconnaissance, mais s'est retrouvé au cœur du combat, jouant le rôle de char de combat. Le Panzer II est équipé d'une arme automatique de 20 mm à la cadence de tir très régulière. À côté de lui, une mitrailleuse allemande typique, la MG34 à la cadence de tir très rapide. L'autre chose que je veux montrer et que je pense révélatrice est que les chars allemands étaient construits par soudage. Et c'est une différence qu'il faut souligner, car cela signifie que le char est plus solide, qu'il n'a pas besoin d'un châssis l'alourdissant et qu'en plus, cela le rend bien plus étanche. Le Panzer III était classé parmi les chars moyens par les Allemands, mais au standard de l'époque, il était quand même bien léger. Le poids du Panzer III utilisé lors de la campagne à l'Ouest autour de 20 tonnes. Il avait un équipage de 5 hommes. Tous les Panzer III engagés au combat en 1940 avaient un canon de 37 mm comme armement principal. Il était épaulé par 3 MG34. 2 étaient placés dans la tourelle de chaque côté du canon et la troisième était à l'avant du véhicule. Ce char avait 30 mm de blindage et une vitesse maximum de 40 km/h. Cependant, le principal problème venait du canon de 37 mm. Il était peu compétitif face au blindage plus lourd des engins alliés. La décision d'équiper les premiers Panzer III avec ce canon de 37 mm
avait inquiété Guderian qui voulait que les Panzer III soient équipés d'une arme d'au moins 50 mm pour que les obus aient une vraie chance de percer l'épais blindage des chars anglais et français. Les modèles plus tardifs reçurent le canon principal de 50 mm, mais arrivèrent trop tard pour être utilisés pendant les combats à l'ouest. Le Mark III est sorti parce que les améliorations que l'on allait apporter dans les Panzer IV, ultérieurement, avaient pris plus de temps que prévu. Ils ont fabriqué ce Panzer III qui était une version plus petite et qui s'est parfaitement comporté en France, bien qu'inférieur aux chars anglais ou français. En plus du Panzer III, les divisions blindées allemandes comportaient des chars de soutien d'infanterie. Ces premiers Panzer IV avaient un canon principal de 75 mm à canon court et faible vitesse initiale. Il était épaulé par 2 mitrailleuses MG-34. L'une était située dans la tourelle et l'autre à l'avant du châssis. Le blindage variait de 15 à 30 mm. La vitesse était la même que celle du Panzer III, soit 40 km/h. Ce blindé était correctement conçu, bien que les versions en service à ce moment de la guerre était équipé du canon à faible vitesse initiale, L24, conçu seulement pour tirer des obus explosifs, et qui manquait d'une véritable puissance d'impact indispensable pour les combats entre chars. Une fois amélioré, il devint le principal char de bataille des forces allemandes pour le reste de la guerre. C'est une des premières versions du Panzer IV, qui fut le char de soutien d'infanterie utilisé par les forces allemandes au début de la guerre jusqu'à la campagne dans le désert. On peut dire que c'est une des premières versions avec son poste de commandement agrandi sur le dessus, qui ressemble presque à une poubelle qui aurait été collée sur le char. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une innovation particulièrement bonne, car au combat, c'étaient des cibles de choix et ils étaient fréquemment touchés par l'artillerie ennemie. Ils ont commencé à les retirer vers 1941. Ici, vers l'avant, nous voyons le canon de 75 mm de support d'infanterie, qui n'était pas un canon à haute vitesse initiale et qui ne donnait pas toute la puissance anti-char dont ils avaient besoin lors de la campagne de Russie. En revanche, pour les premiers combats dans le désert, c'était assez bien adapté. Nous pouvons voir ici la finesse du blindage, qui à cette époque de la guerre était de 40 mm et qui allait devenir de plus en plus épais au fur et à mesure de l'évolution des combats. L'une des manières d'améliorer le Panzer IV était d'ajouter des plaques de métal supplémentaires sur l'avant de la tourelle, ce qui donnait une résistance supplémentaire, ainsi que du blindage plat sur l'avant, ici. Et comme le char a été amélioré au long de la guerre, ils ont réalisé que ce dont ils avaient besoin était un blindage incliné pour que les obus ricochent contre le véhicule. Il s'agissait là d'une mauvaise conception du véhicule et ces leçons avaient besoin d'être apprises et assimilées. Lorsque les Allemands annexèrent la région de la Bohême et de la Moravie au début de 1939, ils prirent possession de l'usine de construction des chars de combat tchèques. Ces machines furent incorporées dans les unités allemandes. Il en existait 2 types. Le 35T pesait 10 tonnes et avait un équipage de 4 hommes. Il était armé d'un canon de 37 mm très efficace, ainsi que de 2 mitrailleuses de 7,92. Sa protection était de 35 mm d'épaisseur, assez bien adaptée pour un char léger, et son moteur permettait d'atteindre 40 km/h en pointe. Le second char tchèque utilisé par les Allemands était le 38T. Il pesait moins que le 35T, avec 9 tonnes et demie, et il avait aussi un équipage de 4 hommes. Son armement était constitué d'un canon de 37 et 2 mitrailleuses. Le blindage était de 30 mm. Il avait une vitesse de pointe de 42 km/h. À la différence du 35T, cette machine était réputée pour sa fiabilité et la facilité de son entretien. Ces 2 chars légers ont été un renfort tout à fait valable pour les chars utilisés par les Allemands. On a même dit que sans ces 2 machines, les Allemands auraient été incapables de conduire leur offensive à l'ouest. Le 35T en 1940 était un vieux char et il fut retiré du service après 1940.
Mais le 38T était une vraie réussite et fut utilisé avec beaucoup de succès pendant la bataille de France. Il était capable d'affronter les Matilda et un grand nombre de véhicules français, car il était aussi rapide, aussi bien blindé, et son canon d'une taille respectable lui permettait d'engager les Matilda. C'était un bon char, et il fut utilisé longtemps pendant la guerre. Il servit plus tard de base de développement pour d'autres véhicules blindés, comme des canons automoteurs et des véhicules anti-chars. Le 35T fut fourni à la 6e Panzer Division et le 38T constitua l'essentiel des 7e et 8e Panzer Division pendant la bataille de France. Ces chars tchèques furent engagés au cœur du combat, car la 7e Panzer Division constitua l'essentiel de la force de frappe de la bataille à venir. Le 38T resta en service en Allemagne tout au long de la guerre sous diverses formes et finit par servir de base à l'excellent Hetzer anti-char. Dans la guerre éclair de 1940, la 7e division était celle de Rommel, presque entièrement équipée de 38T et de 35T. De fait, il y avait presque 400 chars tchèques impliqués dans cette bataille. Le 38T avait été proposé à l'armée anglaise et avait été testé en Angleterre, à Chertsey, de 1938 à 1939. Les Anglais lui avaient trouvé bien des lacunes, mais les Allemands en étaient parfaitement satisfaits et il remporta beaucoup de succès pendant la bataille de France de 1940. Les chars britanniques. Sans avoir à subir les restrictions dont les Allemands avaient été victimes, les principaux alliés, France et Angleterre, avaient aussi engagé le développement de leurs armements pendant les années 20 et 30. Ils avaient cependant pris des voies différentes. Les autres nations majeures n'avaient pas reconnu le plein potentiel des chars, et donc l'innovation dans ce domaine avait été assez limitée. La France avait relégué les chars au rôle d'armes de soutien d'infanterie. Les Anglais avaient vu le potentiel de ces nouvelles machines, mais étaient en train de développer de nouveaux concepts. C'est un char connu comme le char léger Mark IB, et ce n'est rien d'autre qu'un véhicule de reconnaissance. On peut dire que c'est une voiture blindée sur des chenilles. L'épaisseur du blindage est minimale, et un canon anti-char moyen peut le traverser facilement. Son rôle est de se déplacer discrètement dans la campagne, rapidement, et de rassembler le maximum d'informations, mais ce n'est pas à strictement parler une machine de combat. C'est basiquement un petit char léger très similaire au Panzer I en termes de performance et de capacité. Certains pensent que la meilleure des choses concernant ce véhicule, c'est de l'avoir abandonné sur les plages de Dunkerque. C'était un engin déjà dépassé. Le Matilda Mk1 fut conçu comme un char léger et il pesait 11 tonnes. Il avait un équipage de 2 hommes. Son armement principal était une mitrailleuse Vickers. Comme le Panzer I, ce char était un peu plus qu'une automitrailleuse blindée. Cependant, à la différence du Panzer I, ce véhicule avait une protection blindée de 60 mm d'épaisseur. C'était le double de l'épaisseur du meilleur char allemand de l'époque. Il avait une vitesse maximum de 15 km/h. Les limites de ce char furent révélées par la campagne de France. Bien que son équipage fût bien protégé, il ne constituait pas une menace pour les équipages déterminés des blindés allemands. La tourelle, avec un seul homme, était sérieusement pénalisante. Plus de 140 furent envoyés en France et tous furent perdus dans la bataille. C'est un exemple de char construit pour correspondre à un prix qui fut fixé à Vickers-Armstrong en 1936. L'ingénieur avait 15 000 livres à dépenser. Il était construit comme un char bon marché et avec le seul impératif d'avoir un blindage assez épais pour résister à n'importe quelle arme anti-char. L'idée était d'avoir un char d'infanterie. Dans l'idéologie britannique, un char d'infanterie était un char qui se déplaçait lentement, que l'infanterie pouvait suivre quand elle se lançait à l'assaut contre une position ennemie. Nous ne parlons pas de cross-country à grande vitesse, nous parlons de se déplacer lentement, ce qui attirait un maximum de tirs ennemis, d'où la nécessité d'être invulnérable aux balles et d'être juste là pour conduire l'infanterie jusqu'à son objectif. Donc c'est bien si l'ennemi est préparé à jouer ce jeu et si nos chars sont installés dans de bonnes positions défensives pour leur permettre d'attaquer, ok. Mais s'ils sont utilisés en pleine campagne avec des blindés ennemis autour, ils seront mis en pièces.
Ce fut la situation en France où les Allemands, en mouvement tout le temps, ne restaient jamais en place, n'attendaient pas d'être attaqués, empêchant que ces chars puissent servir à quoi que ce soit. Le Matilda II fut conçu pour permettre l'installation d'une tourelle avec 2 hommes. Il arriva après qu'on ait réalisé que le Matilda I ne pouvait pas répondre aux exigences. Le Matilda II pesait 27 tonnes et avait un équipage de 4 hommes. Il avait un canon dit de 2 livres et une mitrailleuse Vickers. Il était très bien protégé avec une épaisseur de blindage de 78 mm. Sa vitesse était au maximum de 24 km/h. Il est probablement le plus connu des chars anglais de la Deuxième Guerre mondiale. Ce char avait de bonnes performances et resta en service pendant toute la guerre sur tous les fronts. Ce char est le mieux connu des 2 Matilda qui remplaçaient les petits chars d'infanterie Mark I. Nous voulions un char qui pouvait soutenir l'infanterie en roulant lentement et être résistant au feu ennemi. Pour cette raison, son blindage frontal était de 80 mm d'épaisseur, ce qui était inouï à l'époque. Personne n'avait jamais construit un char avec un blindage aussi épais. Donc il avait de bonnes chances de survie sur les champs de bataille. Il était aussi équipé du canon anglais de 2 livres, qui était déjà considéré comme l'un des meilleurs canons anti-chars du monde en 1940. Il est intéressant de s'interroger sur l'opportunité d'utiliser un canon anti-char sur un blindé utilisé principalement en support de troupes. Beaucoup de gens se posent la question et ils pensent que les Howitzer, tirant des obus explosifs, auraient été bien plus utiles pour le type de combat qu'on s'attendait à rencontrer. La réponse à cet argument était qu'en équipant un char avec un canon anti-char, c'était non seulement pour appuyer l'infanterie pendant ses déplacements vers ses objectifs, mais aussi pour stopper les contre-attaques des chars ennemis, ce qui était assez logique. Le Matilda Mark I était un char d'infanterie basique, avec seulement une mitrailleuse Vickers comme armement principal. Mais le plus impressionnant était son blindage de 60 mm, très impressionnant pour l'époque. Le Matilda Mark II était un char encore mieux protégé, avec 80 mm de protection, mais toujours armé seulement d'un canon de 2 livres, qui ne pouvait tirer que des obus perforants, pas vraiment impressionnant pour de l'appui d'infanterie. Cependant, en raison de son niveau de protection et de blindage, les 2 types de Matilda donnaient du fil à retordre à n'importe quel canon anti-char de l'époque qui avait du mal à pénétrer leur blindage. Ce qui signifiait que les Matilda, en 1940, pouvaient combattre avec une invincibilité relative contre les premières lignes de défense où se tenaient les canons anti-chars. Les Anglais utilisèrent une grande variété de chars en France en 1940. Le char léger Vickers Mark VI, le transporteur Brandon, les chars d'infanterie Mark I et II et bien sûr les Matilda I et Matilda II. Il y avait aussi les cruiser tanks, comme le cruiser Mark I monté sur une suspension Vickers et le cruiser Mark IV sur une suspension Christie. Mécaniquement, c'était un char très important pour les Anglais. Il disposait d'une suspension américaine conçue par un inventeur indépendant nommé J. Walter Christie. Christie commença à dessiner des chars au milieu des années 20 et en 1928, il produisit un char aux performances impressionnantes. En 1932, un de ces chars avait atteint 100 km/h sur ses chenilles. Et en enlevant ses chenilles et en le faisant rouler normalement, il avait atteint un 192 km/h, une sorte de char dragster si vous préférez. Christie était un drôle d'individu qui s'était brouillé avec tout le monde dans l'administration US, si bien que les Américains avaient construit 6 de ces chars avant d'abandonner. Les Russes avaient acheté le char de Christie, trouvant qu'il représentait tout ce dont ils avaient besoin en termes de mécanique. Ils l'avaient copié à des milliers d'exemplaires. Ce furent 2 officiers anglais qui, visitant l'armée rouge en manœuvre vers 1935, avaient vu ces tanks et revinrent impressionnés. Ils chargèrent Lord Nutfield, le chef de Morris Motor, d'acheter un char Christie à partir duquel ils pourraient développer leur propre système. Et finalement, le seul truc qu'ils ont gardé de Christie était la suspension et sa clé, qui est constituée de larges roues à grand diamètre et d'un système interne formidable qui laissait une grande liberté de mouvement. Vous ne trouverez aucun char nulle part avec un tel espace entre les chenilles et la timonerie pour permettre aux roues de bouger. Cela signifie que vous pouvez atteindre des vitesses terribles, mais aller au-delà de 100 km/h serait ridicule car très dangereux. En revanche, ce char pouvait rouler à 50 km/h en douceur,
Ceci donnait à l'équipage un certain confort, ce qui est important en raison de la manière britannique d'envisager les choses. Nous croyons que les équipages de chars devaient tirer en roulant contre des cibles mobiles et atteindre une efficacité absolument exceptionnelle pour l'époque. Mais souvenez-vous qu'il s'agit d'une armée peu entraînée, non de professionnels très motivés. Le résultat donnait le A-13 Cruiser. The gun is in free elevation. It literally just waves up and down inside the tank. Le canon a une élévation sans limite, ce qui signifie que le canonnier devait le stabiliser en se tenant dans une position semi-accroupie à l'intérieur de la tourelle, une main sur la détente du canon, l'œil sur le télescope, son autre main sur le mécanisme et ses genoux essayant de stabiliser le canon. Vous pouvez imaginer la difficulté. Un soldat bien entraîné pour être embarqué sur le char, bien entraîné à Luworth pour toucher une cible mobile en roulant, avait un coût plus élevé que le soldat tout juste sorti des réserves territoriales comme soldat et que vous n'arrivez pas à entraîner assez rapidement pour le mettre au standard dans le temps imparti. Le A9 Mk1 Cruiser pesait 13 tonnes et son équipage était de 6 hommes. La puissance de feu était celle d'un canon de 2 livres, mais cette fois épaulé par 3 mitrailleuses Vickers. Il était peu blindé, avec seulement 14 mm d'épaisseur, mais avait une vitesse de pointe de 40 km/h. Comme pour le cruiser Mark IV, le design comportait de nombreux angles dans lesquels se fichaient les obus perforants ennemis. Le résultat fut qu'un grand nombre fut détruit pendant la campagne de France. Le char A9, par bien des aspects, montrait l'état désolant des blindés anglais pendant l'entre-deux-guerres. Ce n'était pas parce que les Anglais ne pouvaient pas concevoir de bons chars, mais c'était surtout parce que le budget de l'armée était restreint. C'était le troisième, et il arrivait après celui de l'aviation et de la marine. Le A9 fut conçu avec un tout petit budget. Ça signifie que ni son blindage, ni son moteur n'étaient capables de remplir les fonctions qu'on lui demandait. De plus, il n'était pas assez blindé ni même assez armé pour jouer son rôle avec l'infanterie, car il n'était pas d'une conception très valable et ne fut pas d'une grande efficacité au combat. Il est l'exemple même d'une conception de transition née d'une réflexion embrouillée. Pour commencer, le pire de tout, ce sont ces petites tourelles, en plus de la tourelle principale, équipée du canon de 40 mm et sa mitrailleuse d'appui. Il y a donc 2 autres petites tourelles de chaque côté du poste de conduite, et chacune est équipée d'une mitrailleuse Vickers. On trouve des tourelles de cette sorte sur certains chars de la fin des années 20, qui avaient posé pas mal de problèmes, entre autres parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dedans. L'autre problème principal avec la tourelle, c'est qu'on ne peut pas augmenter l'épaisseur de blindage. Car avec la manière dont ces tourelles sont montées de chaque côté du conducteur, toute augmentation d'épaisseur ne leur laissait pas la possibilité de rester mobiles. Donc, les 14 mm initiaux, c'est tout ce sur quoi vous pouvez compter. L'autre problème, c'est cet équipage de 6 hommes, 3 dans la tourelle principale, le conducteur dans la cabine, ici, et 2 dans les autres tourelles. La France a été très influente dans la conception de nouvelles machines. Comme les Anglais, ils avaient 4 modèles principaux disponibles au début de la campagne de France. Les chars français. Le char Saumur S-35 était un char moyen de 20 tonnes, avec 3 hommes à bord. Il était armé d'un canon de 47 mm et d'une mitrailleuse de 7,5, un blindage assez épais de 55 mm et une vitesse de 40 km/h. Ce char était capable de faire mal à l'ennemi et était bien conçu. La preuve en est que les Allemands l'intégrèrent dans leurs forces blindées après l'armistice de 1940. C'est un char conçu pour affronter d'autres chars. En conséquence, une attention toute particulière a été portée à son blindage et ses capacités de combat. Mais malheureusement, les 2 chars, le Saumur et le char B1,
avait la même tourelle. Donc vous aviez les mêmes problèmes, c'est-à-dire que vous aviez un homme dans la tourelle en plus du chef de char, dont la fonction était de s'occuper du canon principal et de la mitrailleuse. L'autre formidable innovation du Sommua était son blindage moulé. C'est une des caractéristiques qui influencèrent les ingénieurs américains lors de la mise en chantier du Sherman, qui adoptait un blindage moulé dans plusieurs versions. Sur le plan mécanique, comme d'autres chars français, il était impeccable. Le système de suspension était vraiment compliqué et vous remarquerez que les Français rencontraient beaucoup de difficultés pour masquer cette suspension. Quelque chose qu'on ne reverra plus pendant la guerre. Mais ils la protégèrent pour l'empêcher d'être endommagée. Sur bien des points, en dehors de ses capacités au combat, c'était un très bon char pour l'époque. Le char B1 était le plus lourd, avec 32 tonnes et un équipage de 4 hommes. Il avait un canon de 75 sur le châssis et un de 47 mm dans la tourelle. En plus, il avait 2 mitrailleuses de 7,5 mm à bord. Le blindage de 60 mm était très bon. La vitesse était limitée à 25 km/h, car le poids était un facteur important. C'était un très bon char, et qui donna le meilleur pendant les combats contre les Allemands. Les principales restrictions étaient que le canon de 75 du châssis ne pouvait tirer que droit devant. En plus, bien que le blindage ait été bon, les Allemands découvrirent qu'il était possible de le mettre hors de combat en tirant dans la grille de ventilation. Cependant, au début de la campagne de France, il était sans doute le meilleur char en service. Avant la guerre, il était déjà considéré comme l'un des meilleurs chars au monde. Mais il y avait une ou deux caractéristiques qui ressortaient. En premier lieu, l'armement principal de 75 mm, qui était placé dans le châssis à côté du conducteur. Bien qu'il puisse être mobile vers le haut et vers le bas, il ne pouvait effectuer aucun mouvement latéral. Chaque millimètre ou degré de mouvement latéral était donc effectué en bougeant tout le char, afin que le canon puisse être dirigé vers sa cible. Ceci n'était pas une très bonne idée sur le plan tactique, car d'avoir à bouger exigeait un système de pilotage très sophistiqué. Ce char avait un système hydrostatique de conduite qui permettait de bouger le char au degré près, mais le conducteur était impliqué dans la visée, ce qui n'était pas le cas pour la tourelle. Les Français étaient assez logiques, et puisque le pilote était impliqué dans la visée, il pouvait aussi s'occuper de l'élévation du canon. Donc le conducteur utilisait sa main droite sur une petite roue manuelle pour monter ou descendre le canon. Ils ont poussé cette logique jusqu'à son terme. Et on dit, puisqu'il fait la visée, autant qu'il puisse déclencher aussi le tir. Donc c'était le rôle du conducteur d'élever le canon et de tirer. C'est la raison pour laquelle les instruments de visée étaient dans le viseur du conducteur, et ça devait l'occuper pas mal. Il avait un chargeur qui travaillait derrière lui, et à l'arrière du char se trouvait l'opérateur radio. Le gars dans la tourelle était le chef du char. Son rôle était de commander le tank et de distribuer les ordres à l'équipage. Il devait relayer les messages radio de l'opérateur, s'occuper de viser avec le canon anti-char, charger et tirer avec la mitrailleuse, la désenrayer, car elle avait une fâcheuse tendance à s'enrayer. En résumé, en termes d'ergonomie, ce blindé ne semblait pas l'idéal. Il est très intéressant de constater, si on étudie les journaux de marche des Allemands qui ont combattu en France, lorsqu'ils ont rencontré ces blindés, ils se sont demandé s'ils n'allaient pas avoir besoin de chars plus gros sur le champ de bataille. On raconte qu'ils arrivaient cependant à approcher très près des chars français avant d'être remarqués. La raison en était claire, c'est que, à bord, tout le monde était très occupé, ils n'avaient pas le temps de surveiller ce qui se passait à l'extérieur. Je pense aussi que la vision vers l'extérieur laissait vraiment à désirer. Le Hotchkiss H-35B était l'un des deux chars légers en service en France. Il pesait 12 tonnes et avait un équipage de 2 hommes. Comme la plupart des chars français, les Allemands en firent un important usage après leur victoire. Le Renault R-35 était un autre char léger, mais sa vitesse n'était que de 20 km/h. Les chars alliés, en particulier les chars français, surpassaient les tanks allemands en termes de protection et d'armement.
Les Allemands furent surpris de voir leurs canons anti-chars de 37 mm être inefficaces contre les blindages de ces chars. La faiblesse des chars alliés fut en réalité la manière dont ils furent utilisés. Les chars français étaient meilleurs que les nôtres et ceux des Allemands, mais ils étaient éparpillés sur toute la longueur de la frontière française. Lorsque les Allemands attaquèrent, peu de chars étaient disponibles pour les contrer, et grâce à leur tactique bien en place, ils passèrent. Le haut commandement utilisa ses forces blindées en soutien de ses unités d'infanterie, et l'essentiel des pertes des chars français fut causé par des attaques de Stuka, des tirs d'artillerie, des mines ou des canons anti-chars. C'était principalement parce que les chars allemands étaient, eux, à la pointe de l'attaque et fonçaient vers la côte. Les chars français furent utilisés pour attaquer les flancs de l'attaque allemande. Leurs opposants étaient des véhicules non blindés ou des canons anti-chars. La campagne avait été baptisée Opération Jaune. Le plan avait été conçu par von Manstein, mais avait été crédité par Hitler. C'était une variation du plan Schlieffen de la Première Guerre mondiale. Le plan Schlieffen avait pour objectif de pousser les Alliés à travers les Pays-Bas. Le mouvement devait être suivi par une vague d'attaques à travers la zone alliée, en passant par Paris, pour les encercler définitivement. Le plan avait échoué en 14-18, mais les Allemands étaient confiants en la victoire cette fois-ci. Toutefois, les plans de l'opération Yellow étaient tombés aux mains des Alliés à la suite d'un accident d'avion. Cela signifiait que les Allemands devaient revoir leur plan d'attaque. Cette fois, Manstein envisagea une fois encore une attaque puissante à travers les Pays-Bas, comme dans le plan d'origine. Le principal changement était la direction de la poussée initiale. Elle serait faite à travers les Ardennes, qu'on pensait impraticable pour les blindés. Pour cette attaque, les Allemands séparèrent leurs troupes en 3 groupes d'armées. Le groupe d'armée B devait avancer à travers la Hollande et la Belgique, servant ainsi d'appât pour les troupes alliées. Le groupe d'armée A allait passer à travers les Ardennes et être la force de frappe principale. Le groupe d'armée C serait envoyé face à la ligne Maginot afin d'occuper les défenseurs français. La poussée principale avait pour objectif de foncer à travers les positions ennemies et de filer vers la côte française, vers Boulogne et Calais. Les Alliés avaient anticipé la répétition des événements de la Première Guerre mondiale et placèrent leurs troupes en conséquence. Le gros des forces était positionné au nord, prêt pour l'attaque à travers les Pays-Bas. Il y avait 2 lignes de réserve. Une d'elles était positionnée dans les Ardennes. Les Alliés avaient grossièrement surestimé les forces blindées des Allemands, pensant qu'ils avaient plus de 7000 chars. La vérité était que les Allemands avaient juste 2400 chars pour l'attaque, essentiellement des Panzers, mais plus de 1400 d'entre eux n'étaient rien d'autre que des automitrailleuses blindées. Les Alliés avaient plus de 3300 chars. Sur le plan de l'armement et du blindage, les machines alliées étaient supérieures aux chars allemands. Lorsque l'attaque commença aux premières heures du 10 mai, elle prit les Alliés par surprise. Les Allemands avançaient très vite. Les Alliés avaient favorisé cette progression fulgurante en positionnant leurs forces plus au nord, alors que le gros des troupes allemandes passait par les Ardennes un peu plus au sud. Les Alliés avaient été bercés dans un faux sentiment de sécurité et pensaient qu'ils étaient capables de détruire les forces allemandes. Bien que ceux-ci aient des lacunes en termes d'armement, ils avaient été très bien entraînés et avaient rodé la coordination de leurs forces. Le concept était simple, mais très efficace et en avance sur son temps. Le point d'impact choisi était petit en termes de largeur. Les blindés se concentrèrent sur ce point central et toute la puissance de feu était utilisée pour écraser l'ennemi. Une fois la brèche percée, le reste de la division devait se ruer à travers le trou et foncer vers les zones arrière de l'ennemi. Les tanks devaient continuer à foncer à travers les lignes ennemies jusqu'à ce que l'infanterie et l'artillerie puissent s'occuper des poches de résistance et capturer les positions clés. Les artilleurs anti-chars devaient établir un écran de protection pour protéger les zones déjà capturées. Face à des attaques parfaitement coordonnées, les Alliés furent plongés dans la confusion et la panique. Ils pensaient toujours à la dernière guerre et s'étaient préparés à une bataille défensive.
Les Allemands avaient prouvé qu'une rapide et profonde percée à travers les lignes ennemies était une excellente manière de se défendre. On a vu les chars allemands descendre la route. Alors on a commencé à reculer. On savait où on allait, mais on y allait loin des Allemands qui nous pressaient. Nous avons fait des kilomètres chaque jour, rattrapant les troupes anglaises. Les troupes anglaises qui battaient en retraite. Aucun doute. On fuyait. Les civils français encombraient les routes et nous crachaient dessus en criant « Sale roast beef !» L'avance la plus remarquable fut celle de la 7e division de Panzer, commandée par le général Erwin Rommel. Sa force blindée avançait rapidement à travers les zones mal défendues de la Belgique. Lorsqu'ils arrivèrent dans les zones bien défendues, en France, ils utilisèrent leur vitesse, la surprise et leur puissance de feu pour balayer l'ennemi. Son unité fut la première à traverser la Meuse. Une fois de l'autre côté, ils foncèrent vers Arras. La 7e division Panzer avançait si vite qu'elle reçut la dénomination non officielle de division fantôme. En avançant plus loin, ils arrivèrent dans une zone tenue par un mélange de troupes françaises et anglaises. Les Anglais, plus au nord de l'avance allemande, décidèrent de monter une contre-offensive dans la direction d'Arras. Ils avaient l'impression que les Français, plus au sud, allaient aussi attaquer. Le 21 mai, les Anglais lancèrent leurs attaques contre les flancs allemands. Ce fut monté par une très petite force de 60 chars d'infanterie britanniques et une brigade d'infanterie. Les Stuka bombardaient sans cesse. Ils furent retardés, ce qui signifiait que les chars Matilda 1 et 2 fonçaient vers la 7e division de Rommel quasiment sans soutien. Les Allemands furent stupéfaits que leurs tirs anti-chars de 37 mm rebondissent simplement contre les chars anglais. 37mm anti-tank guns simply bounced off these British tanks, and the British tanks were able to. Ceux-ci furent capables de progresser vers Arras, écrasant les canons anti-chars sous leurs chenilles et détruisant bon nombre de blindés et de véhicules de Rommel. La menace qu'ils ont constituée en fonçant à travers la campagne en 2 colonnes et en attaquant la colonne allemande incita Rommel lui-même à quitter ses positions avec ses chars et à reculer, car il se trouvait isolé en France avec les Anglais, et parfois même les Français à ses trousses. Il se trouvait face à un problème sérieux. Il rassembla donc tous les canons disponibles dans la zone, des canons anti-aériens de 88 mm jusqu'aux canons d'artillerie et aux armes anti-chars. Il stoppa l'attaque anglaise dans un dernier effort avec des armes dont ce n'était pas toujours la fonction, mais qui pendant quelques heures eurent leur moment de gloire. Les Allemands avaient estimé les forces alliées à plusieurs centaines de blindés, mais de fait, il y en avait beaucoup moins. Bien que l'attaque ait été menée avec détermination, elle ne pouvait stopper l'avance ennemie. Mais elle fut sanglante pour les Allemands. Elle montrait aussi la menace qu'auraient pu représenter les Alliés s'ils avaient été mieux organisés et mieux dirigés. Quelques jours avant cette attaque, les Allemands avaient atteint la côte. Toute l'organisation alliée avait été balayée. Les troupes du Reich étaient à 2 doigts de battre totalement leurs ennemis en conclusion d'une campagne stupéfiante. Ils avaient complètement encerclé les Alliés à Dunkerque. C'est alors qu'Hitler leur ordonna de stopper leur progression et une grande partie des forces alliées réussit alors à s'échapper vers l'Angleterre. Lorsque la zone fut abandonnée, les Allemands firent le tour du chaos que les Alliés avaient laissé derrière eux. Ils avaient été forcés de tout abandonner et la majorité de leur matériel était en ruine autour du port. Mais la victoire des Allemands n'était pas encore complète. La phase suivante exigeait qu'ils se dirigent vers le sud et se concentrent sur les forces françaises et britanniques qui restaient, soit 66 divisions. On était dans les docks et les Messerschmitt nous mitraillaient. Il y avait beaucoup de navires. Ils mitraillaient les gars sur les bateaux et bien sûr un grand nombre de nos copains ont été tués. Quand nous sommes montés sur le bateau, nous avons eu la chance d'être sur un gros. On a vu le Messerschmitt piquer et larguer sa bombe sur le gros paquebot. C'était le Lancaster. Il y a eu beaucoup de soldats tués.
Cette nouvelle offensive commença le 5 juin 1940. Moins de 3 semaines plus tard, les Alliés étaient complètement battus. L'armistice fut signé. C'était une fin idéale et une victoire complète pour Hitler et sa nouvelle arme blindée. La victoire allemande spectaculaire était une belle illustration du concept de guerre éclair. La part jouée par les chars allemands avait été cruciale. En 6 semaines, ils avaient détruit les armées hollandaises, belges, françaises et anglaises. La confiance des Allemands était à son paroxysme. Ils avaient totalement confiance en leurs soldats et en leur matériel, en particulier en leurs chars, qui avaient grandement participé à la victoire finale. L'appui rapproché apporté par la Luftwaffe avait été aussi un facteur décisif en terrorisant les soldats adverses. Hitler considérait la guerre comme gagnée. Le développement de nouvelles armes fut freiné afin que l'effort industriel soit affecté au développement d'armes anti-chars et de fusils d'assaut peu coûteux. Les déficiences qui étaient apparues en termes de blindage et d'armement refirent surface dans les campagnes suivantes et eurent de graves conséquences. L'idée de l'invincibilité s'était inscrite dans tous les esprits. Hitler était déjà en train de penser à ce qui serait son plus gros pari, et l'équipement des forces armées ne subit pas de remaniement sérieux. Après la campagne de France, Hitler démobilisa certaines sections de l'armée allemande. Il ne s'intéressa pas au renforcement de ses divisions blindées et ne fit aucun effort pour qu'on conçoive de nouveaux véhicules blindés ou de nouveaux chars. Ces fameux ordres de fin 1940 eurent des conséquences néfastes sur tout le développement technique qui allait exiger plus d'1 année pour être mené à terme et qui allait être du coup en retard pour la campagne suivante, l'opération Barbarossa, l'invasion de la Russie. Adolf Hitler se plongea dans la planification de l'invasion de la puissante Union soviétique. Il était confiant en ses armées qui, il en était sûr, lui apporteraient la victoire une fois de plus. Les hommes au front allaient vite découvrir à quel point leurs chars allaient être inefficaces contre les forces armées ennemies.